Bonsoir. Donc, nous sommes très, très heureux, très contents d'accueillir ce soir Cécile Laborde, avec qui je n'ai, je crois, jamais débattu. Donc, on ne peut pas savoir, même si, pour l'avoir lu, j'ai quand même le sentiment ou le pressentiment que nous sommes très largement d'accord. Et donc, on va chercher, aiguiser d'éventuels points de discussion qui seront peut-être liés, comme elle l'expliquait il y a 10 minutes, au thème de recherche nouveau qu'elle a entrepris de mener à bien et dont je, évidemment, peut difficilement prévoir si l'accord sera total. Mais enfin, de toute façon, c'est pas le but du jeu. Nous avons eu ici des rencontres difficiles par les désaccords, même cette année. Oui, faites attention, ce truc, c'est pour ça que je voulais laisser. Je reste debout alors. Mais une fois qu'on est averti, ça va. Excusez-moi. C'est un piège, vous m'avez pas dit ça. Non, j'avais oublié, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, il serait paradoxal qu'on ait des difficultés liées à un accord. Enfin, ça serait jamais vu, mais enfin, ça peut arriver. Donc, Cécile Laborde est, comme vous l'avez vu, professeure de théorie politique. Alors, théorie politique, philosophie politique, on n'en débattra pas. C'est des considérations institutionnelles à l'Université de Londres. Et elle dirige alors un centre de recherche qui nous a intrigués sur la théorie politique et la religion. Et donc, comme notre thème, en tout cas durant ce semestre, croise évidemment l'entrée par les questions de philosophie politique ou de théorie politique, mais aussi en raison des différents éléments de contexte qui ont pu attirer notre attention sur cette question, sur cet ensemble de questions, l'espace des interrogations créées par des formes de radicalisation ou d'extrémisation de la religion, les religions, du religieux, enfin. Nous verrons tout cela d'une manière ou d'une autre, soit dans l'intervention elle-même, soit dans la discussion. Juste un point pour que, je dis pour les étudiants, qu'il n'y ait pas de méprise, parce que je ne sais pas du tout comment vous faites, et je ne veux pas présumer, mais je sais que vous avez une relation philosophique profonde avec les positions de Philippe Petit, et donc je voulais, même si vous avez votre originalité par rapport aux siennes, mais dire aux étudiants de faire attention que le terme de domination ou de non-domination entendu selon cet emploi peut entraîner des malentendus par rapport à un usage auquel souvent en Europe, enfin en Europe continentale, nous sommes plus habitués, qui est l'emploi webérien. Pour Weber, la domination recouvre au moins, enfin disons pour simplifier, trois types. Le terme de domination, Herrschaft en allemand, recouvre 3 types de domination, dont le premier, la domination légale rationnelle, n'apparaît pas problématique à Max Weber, qui considère qu'un État sans domination serait un État non gouverné. Donc, chez Weber, c'est la domination traditionnelle et charismatique qui sont hétéronomes ou hétéronomiques, et donc qui doivent donner lieu à discussion, critique, remédiation, etc. Dans le vocabulaire ou dans le lexique pétitien, il en va autrement, puisque l'horizon visé par Petit est la non-domination. Mais ceci, je pense que on peut admettre que c'est une dimension conventionnelle de cette discussion. Juste, il faut la maîtriser pour ne pas s'embarquer à l'infini dans les malentendus les uns avec les autres, ce qui peut parfois nous arriver. Voilà, donc je vous donne la parole et je vous remercie vraiment d'être venu dans ce séminaire et d'avoir bien voulu nous parler de ce thème. Donc je rappelle votre titre, Identité religieuse et républicanisme de la non-domination, précisément. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je vais vous parler d'un extrait d'un livre que je suis en train de finir, qui s'appelle Liberalism's Religion, et qui sera publié par Harvard University Press l'année prochaine. Et le livre interroge le concept du religieux dans la théorie ou la philosophie politique libérale ou démocratique. La question à laquelle je vais essayer de répondre, ou du moins que je vais poser, à défaut d'y répondre, est la suivante. Les groupes religieux ont-ils le droit de discriminer contre les femmes ou les homosexuels, par exemple? La question est évidemment d'actualité. On a vu de nombreuses revendications récemment de la part de groupes bien organisés,
qui, en référence à une interprétation conservatrice de leur religion, refusent de se soumettre, demandent des exemptions à la législation commune, notamment la législation en matière d'égalité et de non-discrimination. J'ai bien sûr en tête les églises chrétiennes qui, aux États-Unis, ont récemment remporté des belles victoires, notamment à la Cour suprême. On voit actuellement aux États-Unis l'émergence d'un nouveau droit qu'on appelle en anglais la church autonomy, ou l'autonomie de l'Église, l'autonomie cléricale, si vous voulez, qui autorise aux églises et aux groupes religieux en général une vaste zone, espace d'exemption à la loi commune. Je donne des exemples de décisions de la Cour suprême récente. La première, c'est Hosanna-Tabor, ça c'est 2012. Et la deuxième dont je vais vous parler, c'est je vous parlerai de Dale aussi, qui est un peu plus ancien, je crois que c'est 1984, mais avec un question mark, parce que je ne me souviens plus très bien. Alors, Hosanna-Tabor, c'est en 2012. La Cour suprême a constitutionnalisé ce que les Américains appellent l'exception ministérielle. Donc les ministres, les prêtres, les employés religieux ne sont pas soumis au droit du travail commun, et notamment aux mesures de protection contre la discrimination. Ce qui est intéressant dans ces décisions, c'est que d'abord la Cour suprême, pour la première fois, constitutionnalise une pratique qui était bien déjà assez appliquée par les cours non fédérales, mais c'est la première fois que c'est la Cour suprême qui le reconnaît. Et elle applique aussi la notion de minister, donc la notion de ministre, de prêtre, d'employé religieux. C'est des notions qui sont difficiles à traduire en français, de manière très large. Donc le cas de Hosanna-Tabor concernait une enseignante dans une école gérée par une église luthérienne. Elle s'était plainte de son licenciement de l'école à la suite d'un arrêt maladie, et elle a porté plainte pour discrimination pour cause de son handicap. La Cour suprême a refusé d'étudier sa demande, donc elle a rejeté sa demande, en déclarant que le statut d'une employée de l'Église ne relevait pas du droit commun, mais que l'exception ministérielle donc accordait à l'Église une discrétion totale donc dans la gestion de son personnel. C'est ce qu'on entend par l'exception ministérielle. Ça veut dire que toutes les relations d'emploi entre l'Église et les employés ne sont pas soumises au droit du travail. En gros. Une autre décision cruciale pour l'autonomie des groupes religieux, c'est la décision Hobby Lobby en 2014. C'est un peu différent. C'est pas l'exception ministérielle. Ça ne concerne pas une église non plus. Ça concerne en fait non pas une église, mais une entreprise commerciale à tendance religieuse. Bon, c'est un business familial qui est tenu par une famille Green, qui sont des évangélistes, je ne me souviens plus de quelle obédience. Et ce sont des conservateurs religieux qui pensent que la contraception est un péché. L'avortement, évidemment, mais la contraception est un péché. Et donc, ils ont demandé d'être exemptés des régulations du Obamacare, qui oblige tous les employeurs à payer des cotisations maladie pour leurs employés. Étant donné que ces cotisations maladie couvrent les frais de contraception. Donc, ils ont demandé à être exemptés de ces provisions, et la Cour suprême a donné raison à la famille Green. Donc, Hobby Lobby a tout un ensemble d'entreprises commerciales à tendance religieuse, comme on dit en droit belge, sont exemptées de l'application de beaucoup de décisions, notamment en termes de santé et aussi de non-discrimination. Donc deux décisions très très importantes qui montrent très clairement, me semble-t-il, l'étendue du droit, d'un nouveau droit d'autonomie collective religieuse aux États-Unis. Et donc on a là une extension très étonnante de la liberté de religion.
Je dis étonnante parce que aux États-Unis, quand vous regardez les religion clauses du First Amendment, la liberté de religieuse a été entendue souvent comme un droit très individuel, notamment la Free Exercise Clause. C'est d'abord le droit de liberté, le droit à la liberté de religion pour l'individu. Ce qu'on a avec Hobby Lobby et Hosanna Tabor, c'est un droit collectif. C'est le droit des groupes religieux à la liberté de religion, et non pas le droit des individus à la liberté de religion. Donc on a une sorte de collectivisation de la liberté religieuse qui est très étonnante. C'est étonnant d'autant plus sur le plan aussi intellectuel, puisque cette manière de penser la liberté religieuse n'ayant pas vraiment d'antécédents dans la réflexion juridique et philosophique aux États-Unis, les Américains se tournent ailleurs pour chercher des sources intellectuelles à ces nouveaux développements. Et où est-ce qu'ils se tournent ? Chez nous. C'est en Europe qu'on a une tradition plus corporatiste de réflexion sur le droit de l'Église. Libertas ecclesia, la liberté de l'Église, la liberté du corps ecclésial. On trouve ça dans la pensée néo-médiévale, juridique à la fois allemande, mais aussi française et danoise. Et donc c'est très étonnant de voir beaucoup de juristes américains qui lisent des textes sur les droits des églises, hein, qui ont été écrits notamment au XIXe siècle, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. On a donc en Europe une tradition plus corporatiste, peut-être pas en France, mais ailleurs, où les églises sont institutionnalisées et souvent établies avec des privilèges, des droits collectifs, des privilèges bien reconnus, et dans beaucoup de pays en Europe. Et en Europe, très généralement, où on s'insurge si facilement du conservatisme patriarcal musulman, c'est étonnant de voir que peu d'entre nous, peut-être, sommes disposés à contester, par exemple, à l'Église catholique, le droit de réserver les fonctions de la prêtrise et de l'autorité cléricale exclusivement aux hommes. L'Église catholique discrimine contre les femmes. Donc, que penser de ces droits collectifs ? Donc, je me posais la question, quelles sont leurs justifications, s'il y en a une, et quelles sont leurs limites ? Donc, ce que je veux faire, c'est proposer les soubassements, enfin quelques éclairages pour créer une sorte de théorie normative des droits d'autonomie religieuse. La théorie que je façonne est en rupture avec la théorie américaine que je viens brièvement de présenter, notamment de l'exception ministérielle. Donc, je pense que je rejette l'idée que les églises auraient une exception ministérielle. Donc, sur 2 points essentiels, je rejette cette approche. D'une part, je pense que si les groupes religieux ont des droits, ce ne sont pas parce que ce sont des groupes religieux. C'est-à-dire que si on accorde des droits aux groupes, c'est parce que c'est un type particulier de groupe, mais ces droits ne sont pas spécifiques aux associations religieuses. Premier point, je préfère déduire les droits des groupes religieux d'une théorie plus générale de la liberté d'association, qui s'appliquera à tous les groupes, et pas simplement aux groupes religieux. Ça, c'est le premier point. Alors que dans la tradition américaine, à cause du First Amendment, qui nous dit que la religion est vraiment spéciale, qu'elle doit avoir des privilèges exorbitants, on a tendance à considérer que le religion en tant que tel a plus de droits que le non-religieux. Dans la théorie que je développe, j'essaie de voir en quoi le religieux peut être analogisé ou comparé avec des associations similaires. Donc ça, c'est mon premier désaccord. Deuxième désaccord, je refuse aussi l'idée que l'autonomie religieuse donnerait un droit à une exception totale, c'est-à-dire un droit discrétionnaire dans les relations d'emploi, d'employment. C'est-à-dire que la théorie de l'exception ministérielle dit que les tribunaux ne devraient jamais s'immiscer dans aucun conflit entre une église et ses employés. Et il me semble que ce n'est pas juste de penser cela. Et donc ma position ici est bien plus proche de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme que de celle de la Cour suprême aux États-Unis. Puisque la Cour européenne des droits de l'homme
essaie de trouver un équilibre, disons, entre les droits des églises et le droit de ses employés, les droits individuels des employés, notamment les droits à la non-discrimination. Le problème de la Cour européenne, comme d'habitude, c'est qu'elle n'est pas très... elle fait du balancing. C'est une jurisprudence qui est un peu ad hoc et qui manque de principes généraux. Donc j'essaie un petit peu de dégager quel genre de principes devraient guider les décisions concernant la justification et les limites des droits collectifs. Donc je ne pars pas du religieux, je ne pars pas de en quoi la religion est spéciale, je veux partir de la liberté d'association, de l'implication, si on prend cette liberté au sérieux, comme une des libertés libérales de base, liberté d'association, d'expression, sont des droits fondamentaux des sociétés libérales démocratiques. Donc, qu'est-ce que la liberté d'association? Comment peut-on conceptualiser les droits qui en découlent? Je crois qu'il faut commencer à dire, d'abord, ça me paraît une évidence, que dans les sociétés pluralistes, c'est-à-dire la plupart des sociétés contemporaines, il est légitime que les individus s'associent pour poursuivre des buts et des idéaux qu'ils ont en commun. Donc, les droits des groupes sont donc toujours tirés ou dérivés des intérêts de leurs membres. Le groupe n'existe pas comme une sorte d'entité métaphysique avec une existence qui transcenderait l'existence de ses membres. Cela dit, il est évident qu'un groupe, une fois qu'il est formé, va développer des droits qu'il peut lui-même opposer à ses membres. Et il n'y a là aucun paradoxe. Je vous donne un exemple. Je suis membre d'une université, c'est mon association. Je n'ai pas contribué à créer l'université, mais j'en suis devenue membre. Donc je me plie aux règles qui permettent à l'université d'être une université. Donc ça donne des droits à mon université contre moi. L'université peut mettre fin à mon contrat si je vais à l'encontre de ses règles de fonctionnement. Donc si je me rends coupable de plagiat scientifique, par exemple, ou si j'abuse de ma position de professeur pour harceler un jeune étudiant, tout ça peut être des raisons pour l'université d'opposer le droit collectif qu'elle a en tant qu'université contre mon droit individuel d'être membre de cette université. Donc il n'y a pas de paradoxe, c'est-à-dire que le groupe en tant que groupe a des intérêts collectifs, le groupe en tant que groupe a une volonté générale qu'il peut imposer à la volonté particulière, aux intérêts particuliers d'un de ses membres. Il me semble que c'est une conséquence tout à fait logique, tout à fait normale de la liberté d'association. Ok, donc qu'est-ce que ces intérêts collectifs et comment les définir? En fait, je voudrais dégager deux intérêts qui sont des intérêts généraux, donc qui s'appliquent à la plupart des associations, y compris les associations religieuses, mais pas seulement. Donc, en anglais, c'est coherence interest et competence interest. Donc, en français, ça donne intérêt-cohérence ou un intérêt dans la cohérence. C'est pas très heureux comme traduction, mais donc j'appellerais ça le premier un intérêt-cohérence et le deuxième l'intérêt-compétence. Mais c'est beaucoup mieux en anglais, comme vous l'avez entendu. Donc, l'idée générale, c'est que toutes les associations ont un intérêt-cohérence. J'expliquerai ce que ça veut dire. Mais certaines associations, y compris les associations religieuses, ont aussi, en plus, un autre intérêt que j'appelle un intérêt compétence. Donc, j'explique un petit peu la logique des deux. L'intérêt cohérent, c'est l'intérêt que je viens de décrire quand je parlais de l'université. C'est un intérêt très simple que les associations ont, qui est qu'elles doivent être capables de pouvoir se conformer à leurs propres idéaux, leurs propres standards, leurs propres doctrines. Ce qui fait qu'elles sont l'association qu'elles sont. Donc si l'Église catholique a une doctrine théologique qui justifie que seuls les hommes peuvent
exercer la fonction de prêtre pour être l'Église catholique, il me semble évident que l'Église doit être capable d'imposer que les prêtres soient simplement des hommes, par une conséquence logique de ce que j'appelle l'intérêt-cohérence. Donc là, c'est un cas où l'exclusion des femmes, ou la discrimination, si vous voulez, l'exclusion fait partie intégrante de la doctrine de l'association. Donc, il me semble, dans ces cas-là, la liberté d'association demande que l'État ou les tribunaux ne remettent pas en cause les décisions de l'association. Donc j'essaierai de montrer que l'intérêt-cohérence justifie des exemptions ponctuelles aux règles de la non-discrimination, dans les cas où la discrimination est inscrite dans la doctrine même de l'association. Ça, c'est le premier cas. Deuxième intérêt, c'est l'intérêt compétence. C'est un peu différent. Ce que j'ai en tête, c'est des cas où on peut dire que seule l'association a l'autorité ou la compétence pour interpréter certaines parties de sa doctrine ou de son message. Donc c'est évidemment encore le cas de la prêtrise catholique. Seule l'Église catholique a la compétence pour déterminer les conditions de la prêtrise dans l'Église catholique. Mais plus généralement, on peut dire que seule l'Église ou les Églises ont la compétence de définir, de déterminer quelles sont les qualifications ou les qualités requises pour être un bon prêtre ou un bon catéchiste. Donc, tout ce qui relève de la spiritualité, si vous voulez, des qualités spirituelles, relève de la compétence de l'Église, pas de la compétence des tribunaux. Ce n'est pas seulement le cas des églises. Je reviens à mon exemple de l'université. Je sais qu'Alain Renaud a aussi beaucoup écrit sur l'université. Mais on peut penser aussi que, par analogie, tout ce qui relève de l'évaluation scientifique relève de la compétence des universitaires et non des juges ou des administrateurs non qualifiés. Ce qui ne veut pas dire, et j'essaierai d'expliquer tout ça, là je vous donne l'argument général, je reviendrai sur tous ces points dans mon développement. Ça ne veut pas dire que les professeurs ou les prêtres ou les catéchistes ne peuvent pas se plaindre de discrimination insidieuse. Bien entendu, l'appel à l'autorité scientifique ou l'autorité religieuse cache parfois des motifs bien moins avouables. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un droit de regard des tribunaux sur ces décisions-là. Donc, droit de regard, mais pas d'exemption. En cas de compétence, d'intérêt compétence, contrairement à la cohérence, un droit de regard, mais pas d'exemption, ministérielle ou statutaire. Donc les tribunaux ne doivent pas s'immiscer dans la compétence des associations, mais ils doivent continuer à chercher à traquer les discriminations cachées et protéger les droits des employés, en particulier ceux qui ne remplissent aucune fonction spirituelle ou religieuse. Donc voilà en gros la distinction. Je vais essayer de développer ces points. Mais c'est une distinction qui je l'espère, est assez éclairante. À ma connaissance, elle n'a pas été dégagée dans ces termes-là dans la littérature qui devient abondante sur les droits religieux. Mais elle me semble utile pour éviter, d'une part, les excès de l'exception ministérielle à l'américaine, tout en faisant droit à des intérêts collectifs importants dans des sociétés libérales démocratiques. Et des intérêts qui, comme je vais le montrer, ne s'appliquent pas qu'aux églises, mais s'appliquent aussi à d'autres organisations comme les universités. Donc je reviendrai sur les analogies à différents points. Ok, donc je commence. Donc je vais vous parler de la cohérence pendant 20 minutes et ensuite de la compétence pendant 14 minutes. Après, j'arrêterai. Alors, la cohérence. Pour penser l'idée de cohérence, il faut penser à une sorte d'alignement. Je pense que pour une association, c'est important qu'il y ait un certain alignement entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle est. C'est la façon dont elle est structurée, quel est son personnel, quelles sont les personnes qui représentent l'association. Dans des exemples où ça vous paraît très évident, je donne des exemples qui intuitivement on voit qu'il faut un alignement, sinon l'association elle ne peut pas vraiment faire son travail. Imaginez un groupe de soutien pour les femmes victimes de viol.
je pense qu'un groupe de soutien comme celui-ci doit être autorisé à discriminer contre les hommes dans le recrutement de son personnel. Premier exemple. Plus généralement, le Labour Party ou le Parti socialiste ne devrait pas être forcé à offrir un poste de direction à un membre du Tory Party, ou du Parti conservateur, même si ce membre-là se révèle être mieux qualifié pour le poste en question. Donc, ces groupes ont le droit de discriminer en vertu d'un intérêt cohérence. Eh bien, il en est exactement de même pour les églises et les associations religieuses. Donc, en gros, parce qu'elles sont religieuses, that's the point, parce qu'elles sont religieuses, elles ont le droit de discriminer sur une base religieuse. Sinon, elles ne seraient pas des associations religieuses. C'est un point qui est souvent contesté, mais qui me paraît allant de soi. Donc je pense que les associations religieuses ont le droit de n'employer que des co-religionnaires en français, co-religionnaires dans leurs activités religieuses. Elles ont le droit d'excommunier leurs membres pour hérésie ou pour blasphème. Elles ont le droit d'imposer leur doctrine à leurs membres. Donc si l'adultère est un péché, par exemple pour une branche de l'Église catholique ou une école catholique privée, par exemple, si sa doctrine est que l'adultère est un péché, cette école-là peut licencier son catéchiste si le catéchiste commet l'adultère. Moi, ça me paraît dérivé de l'intérêt cohérence. Ok, donc question maintenant plus difficile. Donc je viens de dire que les groupes religieux peuvent discriminer sur une base religieuse, mais est-ce qu'ils peuvent discriminer sur des bases plus suspectes, telles que la race, le genre, le handicap ou la sexualité? Souvenez-vous, c'est ce que permet la théorie de l'exception ministérielle, puisque c'est un droit, il n'y a aucun droit de regard des tribunaux dans ces décisions aux États-Unis, et donc potentiellement les églises peuvent discriminer sur n'importe quelle base. Elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent, puisqu'il n'y a aucun droit de regard. Et c'est là que je rejette cette théorie. Donc il me semble que non, les églises, comme aucune autre association, n'ont pas le droit de discriminer de manière invidieuse. Par exemple, revenons à l'école catholique qui a donc une doctrine qui condamne l'adultère comme péché, et simplement ça, disons pour le... si elle va appliquer des sanctions contre les personnes qui commettent l'adultère, il faut qu'elle applique ces sanctions de manière égale aux femmes et aux hommes. Donc, elle ne peut pas discriminer sur la base du sexe dans l'application de sa doctrine. Sauf si elle a une explication pour dire que l'adultère chez la femme est plus grave que l'adultère chez l'homme. C'est là que la discrimination de genre ne peut pas s'ajouter à une discrimination religieuse. Si par contre l'Église a une doctrine qui explique pourquoi l'adultère est plus grave chez une femme, chez un homme, là on a une requalification en discrimination de genre en discrimination religieuse. Et donc ça tombe sous le coup de l'intérêt cohérence. Donc, si la discrimination fait explicitement partie de la doctrine de l'association, l'intérêt cohérent s'applique et la discrimination de genre ou de sexualité, etc., devient un cas de discrimination religieuse. Donc, si une église a une doctrine où les prêtres, en suivant l'image de Jésus, ne peuvent être que des hommes, à ce moment-là, les femmes qui sont candidates à la prêtrise ne peuvent se tourner vers les tribunaux, à moins que la doctrine de l'Église catholique change ou qu'elle la fasse changer. Mais par contre, les candidats, par exemple d'origine africaine ou asiatique, peuvent se tourner vers les tribunaux, puisqu'il n'y a pas de doctrine de la prêtrise comme excluant les candidats sur la base de leur appartenance raciale. Donc c'est la différence, alors que la théorie américaine de l'exception ministérielle ne permet aucune plainte pour discrimination, quelle que soit la base de la discrimination. Alors que moi, ce que je dis, c'est que si l'Église, telle ou telle Église, a une doctrine qui justifie et qui explique pourquoi tel ou tel groupe ne peut pas atteindre telle ou telle fonction, à ce moment-là, elle a le droit d'appliquer sa doctrine. C'est ce que demande la cohérence. Par contre, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est appliquer les critères de manière insidieuse, des critères cachés ou des critères qui ne sont pas publics.
Un autre exemple qui a été très discuté en Grande-Bretagne, qui est encore très contesté, c'est une école à Londres, une école juive orthodoxe, la Jewish Free School. Donc c'est une école juive orthodoxe qui avait été condamnée par la House of Lords pour avoir utilisé un critère ethnique pour sélectionner ses élèves, alors que la discrimination ethnique est évidemment formellement interdite en Grande-Bretagne. Mais le problème, bien sûr, c'est que la doctrine juive orthodoxe utilise un critère ethnique de définition de la judéité. Et dans ce cas-là, elle l'avait appliqué de manière très, très stricte, parce que c'était un élève de confession donc juif, mais juif converti. Donc ses parents s'étaient convertis. Sa grand-mère n'était pas juive, donc il ne comptait pas comme juif. Donc il n'a pas été admis à l'école. Et donc les tribunaux ont dit que c'est une discrimination ethnique. Et l'école dit non, c'est une discrimination religieuse. C'est ce que j'appelle l'intérêt cohérence. Donc, a priori, l'école juive peut discriminer. Je vais faire une petite parenthèse à ce moment de l'exposé. Quand je dis l'Église peut faire ci, ou le groupe peut faire ça, ou a le droit de faire ci, ou a le droit de faire ça, ce que je défends, c'est un principe de morale politique, et pas d'éthique substantielle. C'est-à-dire, on peut avoir, c'est aujourd'hui la journée internationale de la femme, donc on peut avoir de très bonnes raisons, sur le plan éthique, d'être très critique vis-à-vis des morales très conservatrices, puritaines, sexistes, transmises par la plupart des religions. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Il me semble que le défi de la pensée politique sur ces questions, le défi de la tolérance ou de la laïcité, c'est précisément de penser la coexistence juste entre citoyens qui sont en désaccord profond sur l'éthique substantielle. Donc ça serait trop facile de prôner la tolérance pour ceux avec qui on est d'accord. C'est plus la tolérance à ce moment-là. Donc la tolérance implique qu'on objecte à quelque chose, donc qu'on ait des bonnes raisons d'être en désaccord avec telle ou telle pratique, de telle ou telle église ou groupe religieux, mais qu'on ait des raisons encore plus fortes qui justifient qu'on passe outre à nos objections éthiques. Donc c'est ce que Rawls entendait par la priorité du politique sur l'éthique. Donc le genre de raison politique qui m'intéresse ici, c'est vraiment une réflexion sur la liberté d'association. Et dans les sociétés libres, il y aura plein d'associations qui ne seront pas ni démocratiques, ni libérales, ni progressistes, ni égalitaires. Et il faut vivre avec. Ça, c'est la fin de ma parenthèse. C'était ma parenthèse de Journée internationale de la femme. Donc, l'intérêt cohérence demande à l'association qui veut discriminer qu'elle nous dise pourquoi elle discrimine. Qu'elle ne discrimine pas de manière cachée. Qu'elle ait une doctrine. Si elle va discriminer contre les femmes dans l'accès à la prêtrise, qu'elle nous dise pourquoi elle pense que c'est une bonne idée. C'est l'intuition principale de la théorie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle approche? Vous allez me dire, c'est une approche un peu dangereuse. Est-ce qu'elle ne risque pas d'encourager les groupes les plus conservateurs? Est-ce qu'elle ne risque pas d'encourager les groupes à radicaliser leur position, à formaliser, à consolider et à institutionnaliser des pratiques discriminatoires? Avant, c'était que des pratiques, mais maintenant, ça devient vraiment la doctrine officielle. Donc, l'objection qu'on pourrait faire, c'est ça, c'est que si on applique cette théorie, ça aurait un effet de radicalisation réactionnaire des groupes religieux. Alors, c'est une objection importante, mais elle ne me convainc pas entièrement pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que je crois qu'il faut être clair sur ce qui est... Qu'est-ce qui est problématique dans la discrimination? C'est qu'elle est cachée, c'est qu'elle est souvent faite pour des motifs non avoués. Or, si on applique ces critères-là, c'est l'inverse qui se passe. C'est que, précisément, on ne peut plus discriminer de manière cachée. Si on va discriminer, on va le faire de manière ouverte. Et du coup, on se soumet à une critique publique de la doctrine qu'on a, de la doctrine qu'on défend, de la doctrine avec laquelle on va être associé. Donc, ce qu'on présente comme un inconvénient peut aussi être un avantage. Parce que ça force les groupes, les associations, les églises
à clarifier leur position sur l'accès de différentes minorités à des positions d'égalité dans les églises ou les associations en question. Et ça enlève à ces groupes, et à tous les groupes d'ailleurs, le droit de perpétuer des situations de privilège de manière cachée, de manière insidieuse, de manière inavouée, sans raison, sans véritable raison. On n'est pas sûr, on n'aime pas trop les homosexuels, on ne sait pas trop pourquoi, mais on n'en est pas habitué à en avoir parmi nous. C'est ce genre de discrimination inavouée qui sont pires que la discrimination déclarée. Beaucoup d'églises protestantes libérales en Angleterre qui, contrairement à l'Église catholique, n'ont pas de doctrine de la prêtrise réservée aux hommes. Mais ça ne veut pas dire que beaucoup de femmes soient prêtres. Parce que les pratiques sont lentes à changer, parce que les groupes sont encore très conservateurs. Mais dans ces cas-là, si l'Église n'a pas de doctrine qui dit que les femmes ne peuvent pas devenir prêtres, rien n'empêche dès lors les femmes d'aller vers les tribunaux quand il y a eu un cas manifeste où elles ont été discriminées. Donc quand une Église est incapable ou n'a pas de doctrine qui empêche la discrimination, ça ouvre les possibilités de rectification de privilèges historiques, genre Old Boy Networks, qui se perpétuent un peu partout, pas seulement dans les églises, mais un peu partout, quelle que soit la position officielle de l'association en question. Donc dans ces cas-là, les églises ont exactement les mêmes barrières à la promotion des femmes que n'importe quelle autre association ou business ou compagnie. Donc dans les cas où il n'y a pas de doctrine discriminatoire, le droit peut aider les associations religieuses à réformer leurs pratiques dans un sens plus égalitaire. Donc si on applique l'idée d'intérêt cohérence, on va aussi contribuer à libéraliser, à réformer les associations qui n'ont pas de raison pour leur discrimination, qui ne font que discriminer que pour des raisons de statu quo historique et de pratiques inavouées. Alors, en ce qui concerne les associations qui vont être poussées à radicaliser leur position sur les femmes ou sur les gays, on peut aussi imaginer qu'une pression égalitaire pourrait découler du fait que les associations vraiment sexistes ou vraiment hétérosexistes seraient incitées à faire leur coming out en quelque sorte. Donc ça peut forcer le changement de l'intérieur, parce que ça force les associations à articuler, à préciser leur positionnement en public. Si vous regardez le mouvement pour les femmes prêtres au sein de l'Église catholique, ce sont des arguments théologiques qu'elle propose en réponse aux arguments théologiques proposés ou imposés par le Vatican. Et donc on a là une espèce paradoxalement, c'est une sorte de demande de clarification doctrinale et donc de débat doctrinal qui doit avoir lieu non pas dans les tribunaux, mais au sein des églises. Donc paradoxalement, cette demande de clarification doctrinale peut encourager un mouvement de réforme, pour parler comme les protestants, ou d'ijtihad, pour parler comme les musulmans. Et ça peut aussi, bien sûr, encourager la formation de groupes dissidents, voire de scissions, avec des franges plus libérales, certaines églises qui peuvent quitter la branche mère, si la branche mère a été forcée de dire qu'elle était en fait homophobe, par exemple. Et ça, c'est important, l'idée de dissidence et l'idée de scission, puisque la liberté d'association, quand vous lisez Locke, la liberté d'association, elle part de l'idée que l'appartenance à un groupe est volontaire. Donc si elle est volontaire, ça veut dire qu'on a le droit de partir. Même si c'est peut-être plus difficile à concevoir dans le cadre d'institutions un peu totalisantes, comme l'Église catholique dans les pays de tradition catholique. Alors, une autre objection qui a été faite à cette demande de clarification doctrinale, c'est dans un contexte un peu différent. C'est la troisième décision de la Cour suprême dont j'ai écrit le nom là sur le tableau, c'est Dale. Dale, c'est aussi une décision sur la liberté d'association, mais ça n'a rien à voir avec les églises. C'est sur les Boy Scouts, les Scouts.
Alors, ce qui s'est passé sur Dale, c'est un des chefs scouts, qui s'appelait Dale, avait été exclu de sa branche dans le New Jersey parce qu'il avait fait son coming out comme gay. Et donc, d'évidence, la branche locale du BSA, du Boy Scout Association, considérait qu'on ne pouvait pas être à la fois gay et chef scout. Et la Cour suprême a accepté Dale au nom du principe de la liberté d'expression. Il fallait laisser les associations libres de développer leur message de la manière dont elles le souhaitaient. Et cette position très permissive sur le droit des associations, c'est-à-dire le fait de ne pas forcer l'association des Boy Scouts à préciser leur position sur l'homosexualité, à dire clairement que la position de chef scout est incompatible avec le fait d'être homosexuel. Ce refus de forcer les associations à clarifier leur position a été défendu de manière très éloquente par une grande philosophe américaine qui s'appelle Sienna Schifrin. Et elle a défendu au nom de la liberté d'expression. En fait, elle dit, si on commence à forcer les associations à dire ce qu'elles pensent, en gros, c'est une intervention, une intrusion illégitime dans la liberté d'expression de l'association. Donc elle craint que la liberté d'expression des associations soit gelée, qu'il y ait un chilling effect, que les associations sont tétanisées par la perspective d'être traitées devant les tribunaux. Et selon elle, il faut qu'on conçoive que les associations sont des organismes vivants, organiques, qui contribuent au développement moral de leurs membres, et qu'on ne devrait pas forcer à adopter une position doctrinale comme sur les tablettes de la loi. On devrait autoriser les Boy Scouts à se développer de manière organique sans avoir à préciser leur position sur tel et tel sujet sociétal. En gros, c'est la position qu'elle défend. Et donc, pour elle, le droit d'exclusion doit être absolu. Parce qu'à moins de donner aux tribunaux le pouvoir de forcer les associations à clarifier leur message, il faut laisser les associations agir comme elles l'entendent, sans avoir à donner de raison. Donc, je pense qu'elle a tort. Je pense que Schifrin a raison de dire que les associations doivent être, dans la mesure du possible, laissées libres de se développer, de s'exprimer comme elles l'entendent, ça d'accord. Mais je pense que si elles souhaitent discriminer, c'est quand même une base fondamentale du droit de l'égalité dans les sociétés libérales démocratiques. Si vous souhaitez discriminer contre quelqu'un en fonction de son genre ou de sa sexualité, il faut que ça ait un coût pour vous. Vous ne pouvez pas seulement le faire comme ça vous chante, sans avoir à donner une raison. Donc il me semble que cette liberté, elle a des limites, ou du moins elle doit avoir un coût. Et dans ma théorie, c'est le coût de l'expression publique. Il faut que les Boy Scouts, s'ils veulent être homophobes, il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent qu'ils le sont et qu'ils payent les conséquences. Parce qu'il y aura beaucoup de conséquences à cette déclaration publique. C'est que beaucoup de jeunes gays vont quitter les scouts, vont créer leur propre scout pro-gay. C'est effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc l'idée, c'est que la discrimination ne doit pas être laissée invidieuse et impunie. Et si on doit la tolérer, il faut qu'elle soit ouverte et revendiquée. Et je pense que pour un jeune gay qui à l'âge de 13 ou 14 ans pense à rejoindre les scouts, qui sont un peu une institution aux États-Unis, donc une institution fondamentale de socialisation de la jeunesse, c'est important de savoir s'ils vont être discriminés ou pas en tant que gay. Et le pire, je pense, c'est l'ambiguïté. C'est le pouvoir discrétionnaire et arbitraire de l'association. C'est ce cas qui est beaucoup plus... les sources de domination les plus problématiques et les plus dommageables. Donc l'intérêt cohérence force à la clarification et donc atténue cette forme de domination de l'association sur le membre. Dernière précision sur l'intérêt cohérence, il ne s'applique, et là aussi c'est là où cette approche est différente de l'approche américaine de l'exception ministérielle, c'est qu'elle ne s'approche qu'aux activités et fonctions qui sont directement liées à la doctrine et l'objectif de l'association, et non à toutes les fonctions annexes dans lesquelles l'association s'engage.
Donc en gros, c'est OK pour un prêtre, c'est OK pour un chef scout, parce que ces fonctions-là sont centrales dans l'expression de l'association. Mais la cohérence ne s'applique qu'à ces fonctions-là. Et donc, c'est pour ça que Robbie Lobby, je pense, est une erreur fondamentale, puisqu'elle étend les droits religieux à une organisation qui est commerciale. Donc je pense qu'il faut faire deux distinctions essentielles. D'abord, une distinction entre une association commerciale et une association expressive. Donc une association expressive, c'est une association dont le but principal est l'expression d'un message. Il y a vraiment un lien étroit entre la liberté d'association et la liberté d'expression. Donc si vous pensez à la SPA, Amnesty International, aux francs-maçons, tous les groupes, la plupart des associations religieuses, ce sont des organisations dont le but premier est un but expressif. Et c'est un but de promotion de certaines sensibilités, doctrines et de soutien et de support pour les individus qui se reconnaissent dans ces doctrines et ces sensibilités. Donc une association expressive, elle a un intérêt cohérence très prononcé, puisqu'elle doit avoir une discrétion dans le choix de ses membres, dans le choix de ses leaders, etc. Par contre, une association commerciale, son but est différent. Son but, c'est la recherche du profit. Elle va employer des employés qui ne partagent pas nécessairement ses idéaux ou sa religion, dans le cadre du marché et du droit du travail commun. Donc il me semble que ces activités et ces fonctions doivent être réglées par le droit commun de l'égalité et de la non-discrimination. Et donc, dans la mesure où des associations religieuses s'engagent dans des activités commerciales, comme dans Robbie Lobby, il me semble que leurs employés doivent être soumis au droit commun. Et donc, c'est pour ça que Robbie Lobby me paraît une décision très dangereuse. Puisque la famille Green, elle a créé un business familial. Mais une fois que le business est familial, c'est plus familial, c'est du business. C'est-à-dire qu'ils n'emploient plus seulement les membres de la famille pour travailler pour eux, ils emploient des inconnus qui sont pas nécessairement, qui ne souscrivent pas à leur religion. Et donc, nier aux employés le droit à la contraception, c'est imposer leur propre conception de la religion à leurs employés, qui n'ont pas la même religion qu'eux, qui peut-être n'ont pas de religion du tout. Donc, on a là une atteinte à la liberté de religion des employés, et c'est la raison principale pour laquelle l'intérêt cohérence ne peut s'appliquer à une association commerciale, dont par définition les employés ne partagent pas les mêmes idéaux que les leaders ou les managers, ou les propriétaires dans ce cas-là. Pardon. Alors évidemment, ça soulève le problème très délicat des entreprises de tendance, qui est soulevé de plus en plus en Europe aussi, à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a beaucoup de cas en Belgique récemment. Est-ce que les entreprises commerciales ont le droit de promouvoir une éthique environnementale, laïque, musulmane, chrétienne, juive? Et dans quelle mesure peuvent-elles imposer cette éthique à leurs employés? Je ne fais que poser la question ici, je ne veux pas y répondre entièrement. Mais je crois qu'il faut quand même faire une distinction fondamentale, me semble-t-il, entre l'association expressive et l'association commerciale. Deuxième distinction importante, c'est entre des fonctions purement religieuses et des activités périphériques aux religieux. C'est un cas célèbre de Amos, qui est la Cour suprême aussi. C'était l'église mormone qui employait un agent de nettoyage dans un gymnase. Donc c'est un gymnase qui était managé par l'église mormone, et Amos était un agent de nettoyage, un janitor. Et il avait été licencié parce qu'il n'était pas un membre en good faith de l'église mormone. Et là, ça me paraît être une extension tout à fait illégitime de la liberté d'association, puisque Amos n'appartenait pas à l'église mormone, mais en tant qu'agent de nettoyage, on ne peut pas lui demander de se soumettre au principe d'une religion qui n'était pas la sienne. De la même façon, dans Rosanna Tabor, l'enseignante en question enseignait des matières non religieuses. Elle n'était pas ni catéchiste, elle n'avait pas de fonction d'éducation religieuse. Et donc, ce n'est pas certain, à mon sens, qu'elle remplit les fonctions de ménesta, comme l'a dit la Cour suprême,
contrairement à ce que dit la Cour suprême. Alors évidemment, toutes les églises vont vouloir définir elles-mêmes qui est religieux et qui ne l'est pas. D'ailleurs, j'ai une tendance à avoir une conception très large de ce qu'est un minister of the faith. Donc c'est le catéchiste, mais aussi l'organiste, et puis le prof de sport, jusqu'à l'agent de nettoyage, ça peut aller très très loin. Et dans des pays comme les États-Unis, où les groupes religieux ont pris en charge toutes sortes de fonctions sociales, économiques, humanitaires et de santé, c'est un pays où il y a une privatisation de l'État-providence qui est très avancée, c'est important que tous ces emplois, les emplois non religieux, les emplois sociaux, ne soient pas soumis à la discrétion des églises, mais soient régulés par le droit commun, le droit du travail. Donc c'est important, je crois, que l'État continue à définir ce qui relève du religieux, du purement religieux, et ce qui ne relève pas de la religion de manière directe, et qui dès lors doit être soumis aux règles du droit commun. Ok, donc pour résumer cette première partie, la deuxième est beaucoup moins longue. Donc, pour résumer cette première partie, une église ou un groupe religieux ne peut être exempté des lois de non-discrimination que dans ses activités purement religieuses et pour des fonctions qui sont essentiellement religieuses, et si elle a une doctrine qui justifie la discrimination. Donc c'est une théorie en fait assez limitée des droits de discrimination. Je voudrais maintenant introduire la notion de compétence. Et c'est une notion qui s'applique plus particulièrement au statut du clergé et donc à d'autres fonctions qui sont directement liées à la fonction de l'association. Donc dans le cadre de l'association religieuse, des fonctions purement religieuses. Donc pour comprendre la logique de cet intérêt supplémentaire, je voudrais qu'on réfléchisse à deux exemples. Donc on va imaginer deux personnes. Donc on a Martin et on a Marc. Martin est un chef scout. Je reviens à mes exemples. Donc Martin est un chef scout. Il a été limogé par la branche de sa région, de son État, pour incompétence. C'est un très mauvais chef scout. Mais Martin se plaint en fait d'avoir été discriminé à cause de sa sexualité. Donc ça, c'est Martin. Marc, c'est le même scénario, mais Marc est un prêtre dans une église. Et Marc a aussi été congédié pour incompétence. Il était un mauvais prêtre. Et Marc pense aussi qu'il a été discriminé en raison de sa sexualité. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Martin et Marc ? Je vais expliquer que oui, il y a une différence, et que l'intérêt compétence explique qu'il y a une différence. D'abord, première question préliminaire, pour clarifier ce que je viens de dire sur la cohérence. Est-ce que ces plaintes sont recevables par les tribunaux ? Oui. Si on applique l'intérêt cohérence, l'association n'a pas d'intérêt cohérence là. Donc ni les Boy Scouts, ni l'Église en question n'a une doctrine qui condamne l'homosexualité, donc elle ne peut pas dire qu'elle est en droit de congédier Martin ou Marc parce qu'ils sont gays. Donc pas d'intérêt cohérence, donc les tribunaux doivent déclarer ces plaintes recevables. Donc ça, il n'y a pas d'exception ministérielle. La raison pour laquelle Marc va être entendu de manière plus positive par les tribunaux, c'est pas parce qu'il y a une exception ministérielle. Pas dans ma théorie en tout cas. C'est pour une autre raison. C'est une raison de compétence. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Donc, on va supposer que ni les Boy Scouts ni l'Église en question n'ont une doctrine explicite qui indique que le fait d'être homosexuel rend inapte aux fonctions requises. Donc, il n'y a pas d'exemption statutaire. En revanche, les deux cas soulèvent des questions de compétences différentes. Parce qu'on peut imaginer que les tribunaux seront beaucoup plus à l'aise pour vérifier si Martin est incompétent comme chef scout. Ils seront beaucoup moins à l'aise pour évaluer si Marc était incompétent comme prêtre. Donc l'intérêt compétence est un intérêt qu'ont certaines associations à sauvegarder leur autorité propre dans l'interprétation de leurs propres doctrines et standards. Et notamment leurs standards d'excellence dans les fonctions qu'elles demandent à leur personnel.
on voit bien comment ce genre d'intérêt, historiquement, explique une dimension essentielle de la séparation entre l'Église et l'État, ou la laïcité, ou ce que les Américains appellent le non-establishment. La mainmise de l'État sur les églises, au temps où l'Église dépendait de l'État, la mainmise de l'État sur les églises, en tradition gallicane ou tradition de Anglican Establishment, par exemple, conduisait à une sorte de mélange des genres, où les autorités politiques et civiles se mêlaient de questions qui n'étaient pas de leur ressort, des questions théologiques, des questions spirituelles, l'interprétation de doctrines et de textes plus ou moins ésotériques que les juges n'avaient ni la compétence ni l'autorité pour résoudre. Un exemple classique de ces conflits, c'est les conflits de propriété internes aux églises. Par exemple, ça arrivait souvent, donc deux églises établies, il y avait une dispute entre deux fractions de l'église et une scission. Donc scission entre deux groupes religieux, à qui appartient la propriété. Il y avait souvent des terres, des bâtiments, des églises, des écoles, des hôpitaux, à qui appartient la propriété. Et la solution classique, donc en Angleterre, en Écosse, mais aussi dans les pays de tradition gallicane, était pour le pouvoir civil d'aller chercher quelle église représente la true faith, quelle est la plus proche de la vraie foi, de l'orthodoxie. Mais quand on réfléchit à ce que ça veut dire, c'était vraiment un cas d'ingérence illégitime du séculier dans le religieux. Donc en réponse, à partir des années 1930, 40, 50, on a un développement d'une doctrine de non-intervention de l'État dans les disputes internes aux groupes religieux. Aux États-Unis, c'est la doctrine du non-establishment qui implique une position que les Américains appellent « hands-off », donc littéralement « touche pas », non-interférence, pas touche, vis-à-vis des conflits internes aux églises. Et par extension, cette doctrine du hands-off s'applique aux conflits tels que celui qui concernait Marc. Est-ce que Marc est un prêtre compétent ? Qui peut juger de savoir si Marc est un prêtre compétent ? L'Église, pas le juge. Donc l'idée, c'est qu'un tribunal séculier ou laïque, civil, ne doit pas intervenir dans l'évaluation des compétences de Marc. Est-ce qu'il est un bon prêtre ? Est-ce qu'il a les qualités spirituelles requises ? Est-ce qu'il a la grâce ? Ce sont là des questions théologiques, pratiques, théologico-pratiques, c'est-à-dire qui convient de laisser à l'Église. Donc, il me semble que les tribunaux devraient montrer de la déférence vis-à-vis des décisions proprement théologiques prises par les Églises. Donc, l'implication, malheureusement pour Marc, dans notre exemple entre Marc et Martin, l'implication, c'est pour Marc, c'est que ça sera plus difficile pour lui que pour Martin de prouver qu'il a été victime d'une discrimination en raison de sa sexualité. Ça ne veut pas dire toutefois que les tribunaux ne devraient pas recevoir la plainte de Marc. Les églises, même dans des fonctions purement cléricales, ne sont pas à l'abri de condamnations pour cause de limogeage infondé ou discriminatoire. Donc un tribunal ne peut pas juger si Marc est incompétent ou non, mais il peut juger si l'accusation d'incompétence fonctionne exclusivement comme un prétexte à une discrimination sur d'autres bases. Et ça, c'est ce que font les tribunaux dans tous les cas de discrimination, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec un faisceau de preuves, et le fait qu'ils ne peuvent pas juger de la plausibilité d'une des preuves, donc le motif religieux, ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas juger de la plausibilité de l'acte de discrimination vu dans sa globalité. Donc, par exemple, si les raisons religieuses pour un licenciement ou un mauvais traitement ne sont pas très claires, ne sont données qu'à posteriori, ne sont pratiquement inexistantes, et que par ailleurs, il y a tout un faisceau de preuves qui montrent que les autorités hiérarchiques détestaient cette personne-là en raison de son sexe ou sa sexualité, il y a fort lieu de soupçonner que le vrai motif du licenciement est à chercher ailleurs que dans la religion. Donc c'est le genre de décision que les tribunaux, cette recherche du prétexte, elle est centrale dans tous les cas de discrimination auxquels se collent les tribunaux. Et d'ailleurs, même les tribunaux américains, qui j'expliquais tout à l'heure, généralement accordent une totale exemption
aux églises. Elle leur donne le bénéfice du doute dans pratiquement tous les cas. Elles ont déclaré recevables certaines plaintes, comme celle d'un prêtre afro-américain qui se plaignait de discrimination raciale. Donc malgré l'exception ministérielle, c'était pas la Cour suprême, c'était le deuxième circuit, je crois, mais avait décidé d'entendre la plainte et de la juger sur ses mérites propres. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme a elle aussi reconnu aux employés religieux des droits étendus opposables aux églises, même quand ces dernières s'en référaient à des motifs exclusivement religieux. Donc je crois qu'on a une sorte de devoir de non-intervention dans les affaires de l'Église, mais il ne serait donné aux églises un blanc-seing dans le traitement discrétionnaire de leurs employés, même ceux dont les fonctions sont exclusivement religieuses. Alors, est-ce que cela s'applique exclusivement aux églises ? Non. Et je pense que là, je voudrais développer à nouveau l'analogie avec les universités. Il me semble que les universités ont aussi un intérêt, compétence. Et d'ailleurs, les tribunaux montrent aussi de la déférence vis-à-vis de l'expertise scientifique exigée de tel ou tel candidat à une nomination, à une promotion pour une chaire, par exemple. Considérez par exemple le cas des academic tenure aux États-Unis. Donc la tenure, c'est le processus par lequel un assistant professor devient un professeur. Donc c'est un statut qui garantit sécurité de l'emploi et indépendance scientifique. Et donc c'est un processus qui dépend principalement de l'évaluation scientifique par des pairs. Et les tribunaux ont généralement refusé d'évaluer la validité ou la pertinence des évaluations par les pairs, ou le résultat de ces processus, même en cas où le plaignant se plaignait de discrimination. Donc même dans les cas où on pouvait légitimement soupçonner un effet de discrimination, les tribunaux ont dit « Oh là là, voilà, la mécanique quantique, j'en connais rien, je ne sais pas si votre candidat est qualifié ou pas, je laisse ça à ceux qui savent mieux. » Donc c'est vraiment l'intérêt compétence qui justifie une déférence du tribunal par rapport aux décisions prises par l'association, l'organisation. Il y avait un cas Cour suprême qui est Weinstock versus Columbia. C'était une assistante professeure en chimie qui n'avait pas obtenu la tenure et elle s'était plainte d'un traitement défavorable parce qu'elle était en tant que femme par rapport à ses collègues masculins. Ils disaient ils l'avaient eu alors qu'ils avaient moins publié qu'elle ou des qualités équivalentes. Et il y avait d'ailleurs pas mal de preuves qu'elle avait assemblées, qu'il y avait des commentaires faits sur elle en public dans des comités de délibération qui étaient clairement discriminatoires. Donc des commentaires par des membres qui avaient du pouvoir qui étaient discriminatoires. Donc on aurait pensé qu'il y avait un faisceau de preuves, mais même dans ce cas, les tribunaux, pour le meilleur et pour le pire, s'en sont remis complètement à la compétence propre de Columbia University. Et donc ils réservent le droit d'épingler les cas de discrimination flagrante, mais en général, ils ne veulent pas se substituer aux experts. Donc là, experts scientifiques, mais l'analogie avec les experts théologiques des églises me semble assez significative. Donc ça signifie, pour conclure, que les groupes religieux et les autres associations peuvent avoir un intérêt compétence, mais ils n'ont pas ce que les juristes allemands appellent la competence. Ils n'ont pas le droit de définir leur propre domaine de compétence. Donc, le rôle des tribunaux et de l'État en général est de préciser quelles activités, quelles fonctions cette compétence peut-elle se déployer, dans quelles limites, et ces limites seront fixées par le droit général de l'égalité et de la non-discrimination. Il me semble que c'est une division des rôles tout à fait légitime dans une société libérale démocratique, où c'est l'État in fine qui doit définir le domaine des droits et la compétence des associations de la société civile. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention très, très claire et très précise au plan du style argumentatif. C'était tout à fait fascinant à cet égard. Je vais peut-être laisser d'abord intervenir répondant prévu, donc Marie-Pauline Chartrand.
d'abord. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, c'était vraiment limpide, très clair et passionnant, vraiment. J'aurais juste une petite question pratique en lien avec la première partie de votre exposé sur qui pose tout un tas de questions sur la clarification doctrinale en particulier. C'est une question vraiment, comme je le disais, d'ordre pratique, à savoir comment est-ce que vous envisagez d'organiser institutionnellement cette clarification doctrinale et à quel niveau et quels enjeux ça peut avoir. Parce que vous disiez, donc, si jamais, par exemple, une institution a couvert, donc vous avez insisté sur l'importance de dissiper l'ambiguïté, en fait. Et vous disiez, donc, si une institution discrimine de manière implicite encore, je ne sais pas, un membre de son association pour des raisons d'orientation sexuelle, qu'elle clarifie au motif et qu'elle se justifie en arguant d'arguments doctrinaires, et dans ces cas-là, effectivement, alors, la cohérence prévaudra, et donc libre aux membres de l'association de la quitter, éventuellement qu'ils se réunissent avec d'autres membres de l'association qui sont donc victimes de la même sorte de discrimination, et par là, qu'ils aillent créer une nouvelle association qui, elle, ne soit pas adossée aux mêmes éléments doctrinaux. Donc je me demandais si c'est suffisant pour répondre à la vulnérabilité qui est induite par ce genre de clarification doctrinale à l'égard d'individus qui seraient victimes de ce genre de discrimination. Voilà, donc c'est en fait deux questions enchâssées. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question, et c'est une question absolument fondamentale, vous avez raison de la poser. D'abord, un petit commentaire général. Ça me paraît assez frappant qu'en fait, très très peu d'organisations sont ouvertement sexistes, homophobes ou hétérosexistes. Ouvertement. Donc ça c'est une source d'optimisme, c'est-à-dire que l'appel que je fais à la clarification doctrinale ne devrait servir qu'à renforcer ce qu'elles sont déjà. C'est-à-dire, elles ne sont pas homophobes et sexistes. Et donc, a priori, elles devraient être ouvertes à des plaintes pour discrimination. Et donc, le droit, là, a un rôle réformateur quand l'association n'est pas liée par des engagements doctrinaux qui justifient l'exclusion de telle ou telle personne. Donc là, c'est vraiment, je crois qu'il y a un effet égalitaire du droit qui, si on l'applique fermement, devrait avoir des effets internes sur l'association. C'est sa première remarque. Deuxième remarque, vous avez raison. Est-ce que dans le cas où les associations décident de proclamer, de s'affilier à une interprétation ouvertement sexiste ou hétérosexiste de leurs croyances, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un peu restrictif de ne laisser comme solution aux membres discriminés la solution de voter avec leurs pieds, de partir? Est-ce que c'est pas un peu... Je sais pas. Moi, je suis un peu plus optimiste sur cette question-là, parce qu'il me semble que le problème principal actuellement, c'est pas la discrimination explicite. C'est la discrimination qui n'est pas ouverte, qui n'est pas avouée, qui se passe alors que on n'a jamais dit qu'on n'aimait pas les gays. On n'est pas vraiment à l'aise quand ils sont avec nous dans telle ou telle organisation religieuse. Mais si les associations étaient forcées d'arrêter de discriminer de manière insidieuse, je pense que ça aurait un effet de clarification. On se rendrait compte que 80% des associations refusent d'avoir un discours homophobe. Peut-être même 90% des associations ont refusé d'avoir un discours homophobe, et donc pourront être changées de l'extérieur par le droit. Et celles qui restent, alors évidemment, on aura un petit noyau radical d'associations qui seront patriarcales, homophobes, qui sont radicalisées sur des positions fondamentalistes, intégristes de leur religion. Ça sera un noyau très minoritaire, et je pense que ces associations-là vont devoir avoir à payer le prix d'avoir fait leur coming out. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est pas une liberté formelle, la liberté de partir. C'est une liberté très importante. C'est-à-dire que si vous déclarez publiquement que vous ne voulez pas de moi,
eh ben, je m'en vais. Mais je ne vais pas être tout seul, parce que par définition, ces associations ont beaucoup de membres qui se sentent discriminés. Et donc je pense que ça aura des effets. Je pense que l'effet de scission, l'effet de dissidence, l'effet de critique interne ne pourra en être que renforcé. Donc je pense que la clarification doctrinale, ça paraît paradoxal, mais aura des effets de réforme et non pas de cristallisation des rapports de force existants. Merci. Avant de donner la parole à la partie droite de la tribune, ou à la partie gauche, enfin tout ça est relatif, je voulais vous poser une question. Je suis un peu embarrassé. Vous avez employé, je suis en sympathie très large avec votre intervention, mais vous avez employé 2 fois le verbe forcer, et ça m'étonne toujours et évidemment me force à m'interroger moi-même et à vous interroger ipso facto. Forcer les gens, alors même des associations, des individus collectifs comme les associations, à dire leurs raisons, par exemple pour licencier, etc. Et vous y êtes revenu là tout de suite dans la réponse à la question de Marie-Pauline. Par exemple, vous dites, si le groupe interpellé, l'association interpellée dissimule de façon insidieuse sa pratique de discrimination, il faut forcer un 2e emploi. Comment vous représentez l'opération Alors oui, vous avez raison de me pousser là-dessus, parce que c'est une très mauvaise formulation. Très mauvaise. Je ne veux pas dire forcer. C'est si elles veulent éviter d'être condamnées pour discrimination, elles devront elles-mêmes décider de donner une raison. Donc c'est pas forcé. Elles ont un choix, on leur fait une proposition qu'elles ne peuvent pas refuser. Alors, est-ce qu'elles vont considérer que c'est un choix coercitif ou non dépend de si elles craignent la sanction de la discrimination ou pas. Ça se trouve, elles n'ont pas la crainte. On n'a pas de raison, parce que c'est comme ça qu'on fait, et puis on ne veut pas que vous veniez vous immiscer dans nos affaires. Très bien, si c'est le cas, vous n'avez pas de bonne raison, et vous allez être condamné pour discrimination. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à donner une raison, mais si le groupe ne donne pas de raison, il y a des conséquences qui vont suivre. On agira sur la base de leur refus de donner des raisons. Alors, on ne va pas les forcer à donner des raisons, mais c'est pas le cœur de votre inquiétude. Non, enfin je vois bien le dispositif, mais quand vous avez à la fin de votre intervention transposé des associations religieuses aux universités, évidemment, nous avons tous des cas en mémoire, pour nous-mêmes ou pour d'autres, où l'idée de demander, par exemple, aux instances de régulation des universités, par exemple dans notre système, de donner leurs raisons, par exemple, d'élire quelqu'un ou de ne pas élire quelqu'un, ou de décerner quelque chose à quelqu'un ou pas. Évidemment, on est dans un cas type où la réponse, elle est produite. Mais la réponse consiste à alléguer des bonnes raisons qui répondent en fait à des formules creuses, évanescentes. Il n'y a aucun moyen, en général, alors d'estimer que la réponse est dilatoire et qu'il faudrait fournir de véritables bonnes raisons, ou des raisons véritablement bonnes. Et donc, quel est le dispositif? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'idée, je partage votre idée. Il faudrait pouvoir contraindre, etc., à passer de raisons évanescentes à des raisons qu'on puisse considérer, auquel cas de la transparence s'introduirait, et pourquoi pas admettre des décisions qui soient négatives pour des personnes si les raisons alléguées sont compatibles avec ce qu'atteste leur dossier, etc. Mais comment fait-on pour contraindre, forcer? Je sais bien que vous avez repris le terme, mais voilà, comment fait-on? Qu'est-ce que vous envisagez? Je crois que c'est un problème qui se pose pour tous les cas des cas de conflit sur la discrimination. C'est-à-dire qu'on a à la fois une raison qui est donnée par l'instance accusée de discrimination, et après on a un faisceau de preuves. C'est pour ça que je parlais de faisceau de preuves dans les cas de l'université et des églises aussi. Donc le juge a devant lui ou elle la raison donnée par l'organisation et le faisceau de preuves. Et à la fin, il va prendre une décision sur la base de tout ce qu'il y a devant lui. Ce n'est pas seulement la raison qui sera déterminante. Ce que je voulais suggérer, c'est que, d'une part, il y a des raisons qui seront considérées comme meilleures que d'autres,
quand elle se réfère à une doctrine qu'on peut considérer comme des doctrines, des principes de l'association, première chose. Et deuxièmement, une raison peut-être non, elle peut ne pas avoir beaucoup de poids parce qu'elle est inondée par un faisceau de preuves qui la rendent invalide, quelle que soit sa validité par ailleurs. Mais là, le problème que vous suggérez et que vous posez est plus fondamental, c'est celui de la sincérité. C'est-à-dire qu'il se peut que la raison ne soit seulement qu'une raison prétextuelle qui masque des motifs moins avouables, mais qui suffit à justifier de manière purement formelle la décision qui a été prise. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le problème de la sincérité se pose dans tous les cas, et pas seulement au plan collectif, mais au plan individuel aussi. Quand un individu demande un traitement spécial, une exemption à la loi commune, quelle que soit la raison, il ou elle va devoir justifier le statut exorbitant qu'il demande, et les juges vont devoir faire des tests de sincérité, mais qui sont des tests purement formels, c'est-à-dire est-ce que ce qu'il dit correspond à ce qu'il a dit hier, est-ce que ce qu'il dit correspond à ce qu'il a fait avant-hier. C'est des tests purement formels, on ne peut pas extirper les consciences, on ne peut pas voir si quelqu'un ment. Donc je pense que ce problème de la sincérité ne se pose pas de manière plus grave au niveau collectif qu'au niveau individuel. Il y a des conséquences beaucoup plus graves, parce qu'il affecte les droits des individus, puisque les institutions ont des pouvoirs beaucoup plus importants. Mais en termes du problème, de la sincérité en tant que tel, il ne me semble pas plus grave dans ces cas-là que dans les cas de sincérité ou non individuelle. Il me semble inévitable aussi. Voilà. Encore faut-il, dans les types de cas évoqués, qu'il y ait un juge. Alors, ça, c'est une question de droit administratif, mais ça dépend des dispositifs, des pays, des sociétés, etc. Mais qu'il y ait un juge extérieur aux partis, qui sont d'un côté l'association religieuse ou académique, de l'autre côté, etc. Et qu'il y ait un juge externe auquel l'objection puisse être présentée et qui se charge de... Or, nous avons des dispositifs dans notre propre version de l'idée républicaine. Nous avons des dispositifs qui immunisent les instances qui prennent les décisions contre la soumission à des demandes de ce type. C'est-à-dire que pratiquement, ça n'existe pas. Ça, il y a vraiment le parallèle avec l'Église anglicane établie. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'université est établie en France, de la même manière que l'Église anglicane est établie en Angleterre, au sens qu'il n'y a pas de juges qui sont indépendants de l'institution d'établissement. C'est-à-dire que les juges sont jugés partis en même temps, puisqu'ils ne sont pas externes aux institutions. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour que ce système fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un juge qui soit un système judiciaire qui ne soit pas imbriqué dans l'institution elle-même. Donc ça suppose déjà un certain nombre de conditions de possibilités institutionnellement assez précises et qui ne sont pas toujours remplies. Je donne la parole, alors je ne sais pas lequel des deux ou les deux la prend. Étienne. Merci pour votre présentation. Rapidement, j'ai envie de vous poser une question du point de vue des inégalités de genre, en fait, de l'égalité entre les sexes. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous faire l'objection que votre théorie risque de nuire à l'égalité entre les sexes, dans la mesure où elle mène en quelque sorte, corrigez-moi si j'ai tort, à la reconnaissance juridique de la légitimité d'une justification religieuse, la justification religieuse d'une discrimination, bien sûr, dont le contenu pourrait très bien impliquer la négation pure et simple de l'égalité entre les sexes. Bien sûr, vous faites preuve d'une forme d'optimisme en disant que la plupart des organisations religieuses ne sont pas ouvertement sexistes, mais on peut se représenter très bien des types d'organisations religieuses qui le seraient ouvertement. Et dans ce cas-ci, est-ce que ce n'est pas un risque de votre position que d'être forcé en quelque sorte de dire, même si cette justification religieuse nous pose problème, c'est tout de même une justification religieuse, et donc elle peut en quelque sorte légitimer une forme de discrimination. Oui, c'est une explication qui me gêne pas. Je pense que le fait qu'une justification soit religieuse n'est pas un problème en tant que tel. Il serait un problème si c'était la justification qu'emploieraient les autorités publiques, les tribunaux. Là, on aurait un problème. Mais qu'une association religieuse ait des justifications religieuses pour ce qu'elle fait me semble découler naturellement de la liberté d'association. Ça ne me paraît pas du tout contre-intuitif. Est-ce que
ça va légitimiser un discours de l'inégalité, sur l'inégalité des sexes. Enfin, le discours, il existe déjà. Est-ce que ce genre d'approche le renforce ou pas? Bon, on peut faire des prévisions. Moi, je suis tendance à être plutôt optimiste sur cette demande de clarification, mais je comprends qu'on peut on peut diverger sur ce sujet. Mais je crois, en général, ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que je pense que quand on est dans une société libérale démocratique, on ne peut pas s'attendre à que toutes les associations soient des petites républiques qui vivent exactement par les mêmes principes que l'État. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à l'idée que la société, ce n'est pas l'État, que les individus ont le droit de joindre de manière volontaire des associations qui ne respectent pas tous les principes de l'État de droit. Je crois qu'on a le droit à rejoindre un couvent, par exemple. J'ai le droit demain de devenir nonne, même si en devenant nonne, j'abdique principes de liberté individuelle qui sont absolument fondamentaux dans l'état de droit libéral, la liberté de mouvement, la liberté de vestimentaire, le droit de ne pas avoir à porter un foulard. Tous ces droits fondamentaux de l'état de droit, je les abandonne quand je rejoins le couvent. Mais il me semble qu'une société libérale démocratique ne devrait pas abolir les couvents, simplement sur le principe que ce sont des sociétés qui ne vivent pas par tous les principes d'égalité substantielle. Donc, ça découle de l'idée rawlsienne qu'il faut prendre le pluralisme au sérieux. Et le challenge, me semble-t-il, c'est vraiment de trouver les frontières de cette liberté. Donc, tous les exemples que je prends, c'est des exemples où alors, il faut que ce soit volontaire, c'est que pour les fonctions qui sont au cœur de l'association, que ce soit vraiment les fonctions de clergé. Donc, c'est des fonctions très restrictives et on peut me critiquer du point de vue opposé, qui est que ça va vraiment forcer la plupart des associations à devenir beaucoup plus égalitaires qu'elles ne veulent l'être. Donc, mais en principe, l'idée de reconnaissance juridique de la validité de la justification religieuse ne me gêne pas. Voilà. Avant de donner la parole à Geoffroy, s'il la veut, j'ai une autre question à vous poser qui est un peu massive, si je puis dire. C'est de savoir, au fond, vous avez été très discrète sur les... On a évidemment le droit de l'être, mais sur les motivations philosophico-politiques du choix de cette analyse. C'est-à-dire, je voudrais, si vous voulez, savoir pourquoi d'abord vous avez été aussi discrète sur les motivations ultimes de ce choix, et du coup apprécier ce choix en fonction des raisons que vous faites, parce que au fond c'est une réflexion, alors je ne peux pas reprendre l'ensemble du parcours, mais c'est une réflexion sur les limites d'une liberté. Alors pourquoi celle-là? Pourquoi dans la liberté d'association, les associations religieuses avec élargissement en fin d'intervention sur, par exemple, les universités. Donc c'est une réflexion sur, par exemple, dans votre exemple des couvents, le droit, un droit libre à la non-liberté. Bon, je vois bien, mais pourquoi? Pardon. Je vais peut-être présenter l'argumentaire plus général du livre, parce que c'est juste une petite section du livre. Donc, dans le livre, j'essaie de m'interroger sur la place du religieux dans la théorie politique. Et donc, sous deux angles, l'angle liberté de religion et l'angle sécularité de l'État. Donc, le free exercise, le non-establishment. Et j'essaie de montrer que le concept de religion qui sous-tend ces principes normatifs est très compliqué et multidimensionnel. Donc j'essaie d'extraire, en fait, la théorie principale du livre, c'est qu'il faut désagréger le concept du religieux et de montrer que dans ce qu'on entend par religieux, il y a différentes dimensions qu'il revient d'expliciter en relation à nos idéaux normatifs. Pour prendre un exemple, quand on parle de sécularité de l'État, l'État est séparé du religieux
pourquoi est-il séparé du religieux? Quelle est la dimension du religieux dont il se sépare? Les réponses qu'on va donner à ces questions sont différentes des réponses qu'on va donner à une autre question qui est quand l'État protège le religieux, qu'est-ce qui se protège dans le religieux? Je pense que ce qui protège dans le religieux, c'est pas la même chose ce dont il se sépare quand il affirme son caractère laïque. Ça, c'est l'idée générale du livre. Maintenant, quand je me concentre sur l'idée de free exercise, dans l'idée de liberté de religion, il y a une tendance, notamment dans la littérature anglo-américaine sur ces questions, de concevoir la liberté de religion comme une liberté très expansive. Donc maintenant, elle décrit le pouvoir qu'ont des organisations commerciales de dénier des droits à la contraception. C'est ce que j'entends par ça devient un droit très expansif. Alors que ma théorie, qui est une théorie plus réductionniste du religieux, je dis non. Moi, je ne pars pas à la liberté de religion. Je dis si on veut faire droit aux intérêts des associations religieuses, il ne faut pas dire qu'elles ont la liberté de religion. Il faut dire qu'elles ont la liberté d'association. Et ensuite, d'essayer de comprendre, en tant qu'association, quels droits elles auraient. Et donc, c'est là que le développement se poursuit. Mais j'ai un raisonnement différent dans le cas des individus. Donc, je ne pense pas que les individus ont un intérêt en cohérence ou un intérêt en compétence. Moi, j'ai une théorie différente de ce que signifie la liberté de religion pour un individu. Ça a plus à voir avec l'intégrité éthique, ça a plus à voir avec... Donc c'est ce genre de raisonnement qui me conduit à la liberté d'association, c'est un peu un détour. Mais je suis assez inspirée par un article de Jim Nico qui s'appelle « Who Needs Freedom of Religion ?» où il disait « On n'a pas besoin du concept de liberté de religion, parce qu'on peut décomposer la liberté de religion en diverses libertés premières. Donc liberté d'expression, liberté d'association. Donc je suis un peu cette intuition-là. Et là, c'est la partie liberté d'association. » D'accord, je comprends. Geoffroy ? Oui, ma question sera assez simple et un peu connectée à ce qui a déjà été dit. Je me posais la question de la façon dont justement les religions, lorsqu'elles se pensent comme des associations, restent encore elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu le problème dans la construction de la laïcité française, justement, quand l'État a cherché à obliger un certain nombre de congrégations religieuses à se penser sous certaines formes juridiques. Donc, si je pose la question de façon très générale, c'est est-ce que ça ne modifie pas la nature même de la communauté religieuse lorsqu'elle se pense sur un mode d'association, c'est-à-dire sur le mode d'une reconnaissance légale, et si je précise un peu la question, réciproquement, est-ce que adopter ce dispositif, ça n'introduit pas une forme de biais ou on va dire, de dialectique entre le cacher et le montrer, qui serait que on se force à adopter une forme associative, parce qu'on sait très bien qu'il y a une reconnaissance juridique, qu'il y a éventuellement un aspect, une dimension économique derrière, parce qu'avec la reconnaissance juridique peuvent venir des subventions ou ce genre de choses, ce qui est exactement le cas dans la trajectoire des congrégations religieuses pour ce qui est de l'éducation en France, lorsqu'elles ont demandé des subventions à l'État pour les professeurs, pour les entretiens des bâtiments, etc. Donc est-ce que ça n'introduit pas une forme de duplicité dans la façon dont ces associations vont se donner le rôle d'association pour plaire à l'État, pour avoir la reconnaissance juridique, la dimension économique, mais finalement renforcer ce qu'elles cachent réellement, ou ce qu'elles vont chercher à cacher réellement dans leurs présupposés normatifs, dans leurs convictions religieuses, etc. C'est une question très intéressante. Merci. Alors effectivement, dans cette approche des droits collectifs, je réduis le religieux à l'associatif. Et ça a des effets profonds. De ceux que vous soulevez, je vais en parler dans une minute, mais on peut penser encore plus profond que ça, parce qu'on peut penser que beaucoup de vécu religieux se fait non pas comme membre d'une association, mais comme membre d'un groupe, d'une communauté, donc qui n'a pas d'organisation structurée, qui n'a pas de membres, qui n'a pas de leader, qui n'a même pas d'employés. Donc toute la structure associative ne décrit pas l'essence de la vie religieuse. Pour moi, c'est pas un problème, parce que
J'ai une théorie par ailleurs interprétative du droit qui dit que le droit n'est pas là pour décrire la vie. Il est là pour en tirer pour en protéger les valeurs normatives. Mais une conséquence profonde, me semble-t-il, de la réduction du religieux à l'associatif, c'est que l'appartenance est volontaire. Ça, c'est vraiment l'aspect principal, c'est-à-dire que si on suit l'analogie à son terme, ça veut dire qu'un enfant ne peut pas être membre d'une religion. Et ça veut dire que, ou alors il faudrait à la maturité, ou à l'âge adulte, hein, que chacun d'entre nous qui ont été élevés dans une éducation religieuse réaffirme leur appartenance. Mais la plupart des religions, évidemment, n'entendent pas comme ça. Elles ne se conçoivent pas comme association volontaire. On est membre à vie. On est chrétien ou juif ou musulman ou hindou, on ne devient pas... et d'ailleurs, c'est difficile des fois de se convertir, c'est difficile de quitter la religion. Hein. Donc ce n'est pas du tout le mode associatif dans lequel le religieux se perçoit. Alors, ma réponse à ça est de dire que, effectivement, sur le plan phénoménologique, c'est sûrement le cas. Mais sur le plan du droit normatif, si les groupes religieux vont obtenir des droits, ou veulent obtenir des droits exorbitants au droit commun, ils vont devoir se constituer comme association et donc fonctionner selon ce mode opératoire qui implique le volontariat, qui implique que les enfants ne sont pas membres à vie de l'association. Voilà. Donc c'est ça les implications, donc ils sont assez strictes et rigoureuses pour les groupes religieux. Ensuite, il y a des effets plus positifs de leur point de vue, comme vous le disiez, ça offre des opportunités de reconnaissance et de reconnaissance publique, de subventions, de que sais-je, d'exemption à la vie publique, à la loi commune. Peut-être, encore une fois, je ne suis pas très troublée ni par la sincérité ni par la duplicité, parce que moi, le droit n'a pas à faire de l'éthique. Donc, il faut offrir un cadre normatif qui permette de régler les droits, de faire en sorte que les droits de chacun soient protégés, la liberté d'association, d'expression, de tous soient protégés. Ensuite, que beaucoup de personnes soient tentées d'utiliser le droit à des fins plus louches. Je pense que c'est la vie, c'est partie de... En tant que seul, ça ne me gêne pas. Là, c'est important de fixer les règles parce que ce qui est demandé, ce sont des exemptions à des lois de l'égalité, des lois sur la discrimination. Donc, c'est important que l'association soit constituée comme association. Ce n'est pas seulement une communauté religieuse amorphe. Il faut qu'elle ait un membership, il faut qu'elle ait un leadership, il faut qu'elle ait des règles de entry and exit. Il faut qu'elle ait tout ça pour être une association. Et si tel est le cas, elle peut avoir un droit à discriminer. Mais c'est des conditions qui sont souvent plus restrictives que généreuses. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Le micro arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais poser une question pour essayer d'envisager des cas éventuellement limites, qui moi me poseraient problème. Parce qu'en France, on condamne les propos racistes, antisémites, il y a régulièrement des procès sur des hommes politiques, etc. Je me pose la question parce que sur ce droit à la discrimination qui serait envisagé, ça veut dire que certaines associations auraient le droit ouvertement de refuser des Noirs ou des Juifs, alors que jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un exprime ça publiquement, non seulement il peut être condamné, mais ça passe très mal en plus. Et en même temps, c'est des sujets qui existent, parce qu'on a des hommes politiques qui disent que la France est un pays de race blanche, etc. Des hommes politiques, pas des... Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que là, on a quand même une ouverture, c'est-à-dire qu'ils auraient le droit de le faire, alors que là, ils sont condamnés au jour d'aujourd'hui. Si une association dit « pas de juifs chez nous, pas de noirs », etc. De même, si l'Église, par exemple, sur la discrimination des prêtres, les femmes prêtres n'ont pas le droit de devenir prêtres, ils ne se justifient pas, du moins dans ce que j'ai entendu, en disant « les femmes sont inférieures », etc. Ils disent « bon, c'est une tradition, c'est une coutume ». Ça ne se justifie pas, mais on continue de le faire. Peut-être que ça va changer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Enfin, Madame Laborde va répondre, mais je dois la probité de dire que son intervention ne tombe pas sous le coup de votre question, mais parce qu'elle a précisément réfléchi aux limites de ce droit des associations à discriminer. Donc Cécile Laborde va vous répondre par, si elle le souhaite, et par courtoisie, mais enfin la question ne s'adresse pas à ce qu'elle a
communiquer. Mais c'est vrai qu'il y a vous avez raison de dire quand même que il y a des paroles publiques qui sont considérées comme discriminatoires, qui sont attentatoires à la loi, à la commune, dans beaucoup de pays, pas seulement la France d'ailleurs. C'est l'expression de paroles discriminatoires qui me pose problème. Pour la discrimination, c'est un acte. Donc la free speech theory, c'est différent de la free expression theory. Donc on peut avoir une théorie des limites de la parole, hein, de ce qui peut être dit en public, hein, et avoir une théorie séparée du droit à discriminer, si vous voulez. Discriminer, c'est une action qui impacte sur les droits effectifs des personnes, alors que le speech, ce qui est dit, la parole, hein, elle a des effets sur le statut symbolique, elle a des effets sur les sentiments d'inclusion et d'exclusion, des choses très importantes, mais pour moi, il convient de séparer les problèmes. Cela dit, vous avez raison, je crois, de soulever ce paradoxe que ce qu'on ne peut pas dire, on va pouvoir faire. Alors, une réponse facile serait de vous dire que, comme je disais à la première question, que, à part des groupes ouvertement racistes, quels sont les groupes en France aujourd'hui qui revendiqueraient un intérêt cohérence pour formellement exclure des candidats qui veulent les rejoindre sur des bases raciales? Il me semble que le problème est plus hypothétique que réel. Parce qu'il y a beaucoup de groupes français qui... Alors ça forcerait peut-être le Front National, par exemple, à admettre son racisme, qui pour l'instant, tout le monde sait que c'est un parti raciste, mais à se déclarer ouvertement raciste, et je ne sais pas si ça serait pire que ça l'est maintenant en termes de ce que ça ferait sur le parti, mais à part des cas comme le Front National, je ne pense pas que ce que je propose changerait beaucoup la nature du Front National, à part forcer le Front National à encore plus clarifier ses positions. Est-ce que ça aurait un effet de banaliser la parole raciste? Je ne suis pas sûre. Mais c'est la question que vous posez. Est-ce que ça aurait un effet de banalisation? Je souhaite que ça ait l'effet inverse, en fait. Que précisément, la parole, elle est plus cheap maintenant. Parce que les organisations vont devoir se prononcer, se déclarer racistes pour obtenir des droits à choisir leurs membres. Donc il y aura un lien entre ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles disent. Alors que la situation que vous décrivez, vous avez raison, c'est séparé maintenant. On condamne la parole, mais on est assez tolérant avec les pratiques d'exclusion du Front National, par exemple. On ne va pas les regarder. Si en fait ils ont exclu des gens sur des bases d'ethnicité ou des bases raciales, ils le font sûrement tout le temps, mais comme c'est pas ouvert, ils peuvent toujours le nier. Hein, ils peuvent toujours nier que c'est un parti discriminatoire. Alors que si on applique cette théorie, on pourra... s'ils veulent discriminer, il faudra qu'ils le fassent ouvertement, et peut-être que ça aura un effet non pas de banaliser, mais au contraire de montrer la vraie nature de ces partis-là. C'est l'idée en tout cas, mais bon. Oui. Merci pour la parole. J'interviens pour exprimer malaise, parce que vous dites clairement dans l'Église, le fait que les femmes ne soient pas acceptées pour devenir des prêtres constitue une discrimination. Alors que l'Église, jusqu'à aujourd'hui, justifie le fait que les femmes ne soient pas acceptées par certaines, ne soient pas admises au sacerdoce par le fait que l'Église est considérée comme le corps où chaque membre a un rôle à jouer. Et les ministères dans l'Église sont des services. Et donc, de ce fait, chaque membre, aucun des membres ne peut envier l'autre membre dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas le fait qu'on soit prêtre qu'on est au-dessus de tous. Non, c'est seulement on est prêtre, mais c'est ce qui justifie qu'on ait un peu plus d'audience, c'est seulement par le droit de préséance. Et aujourd'hui, il est fait que pour des grandes décisions, l'Église consulte toujours la base avant de prendre des décisions. Et les grandes décisions qui sont prises à Rome aujourd'hui
émanent des chrétiens. La dernière expérience, c'est au mois de novembre et décembre, quand l'Église a voulu réformer les statuts de famille et ainsi de suite. Abrégez votre commentaire et vous recentrer sur la question qui a été posée, je crois qu'on a bien compris. Ben oui, mais c'est ça mon espace, que l'Église aujourd'hui ne parle pas de discrimination, Oui, on est bien. mais justifie le fait que les hommes ne soient pas acceptés comme des prêtres par la nature même de l'Église, qui est considérée comme le corps du Christ, et que chaque membre a un rôle à jouer. Est-ce que dire ouvertement aujourd'hui que c'est une discrimination n'est pas le fait de faire dire à l'Église ce qu'ils ne pensent pas? Non, vous avez raison. Et je voudrais revenir à ce que je disais à la question d'Étienne tout à l'heure, qui est que précisément dans une société libérale et démocratique, il faut qu'on laisse un espace pour des groupes, des associations, l'Église catholique parmi d'autres, pour exprimer une éthique substantielle de vie qui a des opinions différentes sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Une conception différente de l'égalité que vous décrivez, qui est la conception de la complémentarité des sexes, que des sexes ont différentes fonctions dans l'Église. Je pense qu'il y a la place pour ces alternatives dans la société libérale. Et précisément, j'essayais de montrer que, selon l'approche que j'ai, l'idée que l'Église a, que la prêtrise est un sacerdoce réservé aux hommes, est tout à fait acceptable. Donc, je pense que là-dessus, on est d'accord. La difficulté pour l'idée de sacerdoce, me semble-t-il, elle est à un autre niveau. C'est que, comme vous le rappeliez, dans l'Église catholique traditionnellement, c'est un service. C'est un service, c'est-à-dire c'est pas une fonction payée. Ça ne devrait pas être soumis au droit du travail. C'est ce que les églises disent depuis longtemps. Elles ne veulent pas que la prêtrise soit considérée comme un emploi quelconque, puisque c'est un sacerdoce qui est guidé par d'autres principes que ceux de l'État. Alors c'est vrai, en même temps, la prêtrise est aussi, dans une société moderne, la prêtrise est aussi devenue un job. C'est-à-dire que les prêtres aussi doivent vivre, ils doivent avoir une certaine sécurité d'emploi, si jamais ils sont limogés de leur paroisse, il faut s'assurer qu'ils bénéficient des aides sociales. Enfin, je crois qu'il y a quand même un rôle essentiel de l'État pour protéger les intérêts des prêtres, parce qu'on veut pas une conception où le prêtre n'est qu'un prêtre et plus un citoyen serait aussi une conception problématique, me semble-t-il. Nous allons prendre une dernière question, car voilà. Oui. Merci. Moi, c'était une question par rapport aux limites, justement. Par exemple, les sectes dans le droit. Je sais que, par exemple, aux États-Unis, les sectes, elles sont. C'est plus ouvert pour reconnaître des religions, comme par exemple la scientologie, qui en France n'est pas reconnue comme telle. Et du coup, ma question, ce serait jusqu'à quel point on peut tolérer des discriminations, même quand c'est... jusqu'à quel point on peut dire, ok, ces discriminations, on les tolère parce que c'est légitimé par une doctrine religieuse. Si cette doctrine religieuse, je sais pas moi, si d'un coup j'ai envie de fonder une secte en disant tout le monde doit me verser, tous les adhérents doivent me verser 1 000 € par mois, et c'est parce que j'ai une justification théologique à ça. Est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point on peut tolérer ce genre de choses? L'idée de secte est intéressante. C'est Daniel Raviot-Léger à l'école des jésuites qui dit que la secte, c'est la religion illégitime. C'est-à-dire c'est l'organisation religieuse dont l'État ne reconnaît pas la légitimité. C'est un terme qui est utilisé, c'est pas un terme scientifique, c'est pas un terme qui a une... Moi, je réserverais le terme de secte à des groupes illégitimes d'une manière plus précise. C'est-à-dire que si un groupe abuse les enfants, exploite la naïveté de ses membres et constitue de la fraude, qu'il soit religieux ou pas, c'est pas important. Il est illégitime parce qu'il s'engage dans ces activités d'abus, de fraude et d'exploitation. Le terme de secte veut dire ça, mais en même temps, secte, on veut aussi dire c'est pas la vraie religion, c'est des lunatiques qui croient à des choses qui sont pas crédibles, alors que c'est pas comme la vraie religion, comme nous. Les religions qu'on connaît, c'est des vraies religions, ça c'est des religions crédibles. Il me semble que dans le terme de secte, on confond deux choses différentes. Donc, la question de qu'est-ce qui qualifie comme un groupe religieux, c'est une question séparée.
de mon point de vue, des gens s'associent de manière volontaire, c'est-à-dire volontaire, ils ne sont pas victimes de fraude, personne ne les a trompés, forcés à donner 1 000 € par mois. Ils sont peut-être naïfs et crétins, mais c'est leur problème, c'est la liberté. Du moment qu'ils se mettent ensemble, ils s'appellent religion, pour moi ça ne me dérange pas de les appeler religion. Je pense pas que c'est à l'État de dire quelles sont les vraies religions et quelles sont les religions pour les naïfs. Donc je suis assez sceptique sur le terme de secte. Ensuite, une fois qu'on a une association religieuse, oui, s'ils ont une doctrine qui justifie de ne pas vouloir accepter certains membres, si c'est leur doctrine et qu'elle est publique, les mêmes principes s'appliquent. Très bien. Merci beaucoup. Merci.